Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Shift dédié à l'actualité internationale. On a en effet l'impression que quelque chose a changé depuis quelques années. En 2022, on a l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En 2023, on a le début des massacres à Gaza. Et puis récemment, évidemment, l'intervention militaire américaine au Venezuela et les velléités maintenant du président américain Donald Trump sur le Groenland. Et donc, qui de mieux pour parler de toute cette actualité que toi, Saskia. Saskia, tu es députée européenne pour les écologistes depuis maintenant environ 7 ans, et un peu plus de 7 ans. Et on va commencer avec une première question. C'est tout simplement, en fait, face à ce qui se passe, face à Trump qui montre de plus en plus d'hostilité envers des pays tiers, mais également l'Union européenne, que peut faire encore, en fait, l'Union européenne, et surtout, que peut faire encore une parlementaire européenne? Bonjour et merci pour cette invitation à parler d'un sujet brûlant. Effectivement, on assiste à une évolution depuis plusieurs années maintenant et qui se précipite ces derniers mois aussi vers une refonte en fait de l'ordre international. On voit bien les velléités de Trump de rétablir une sorte d'impérialisme, sans doute lié à une nostalgie du passé. Il a lui-même évoqué la doctrine Monroe en faisant la sienne, donc d'impérialisme et de conquête de territoire qu'il considère comme appartenant aux États-Unis. Ça change la donne face aussi à une Chine impérialiste, elle aussi, de Xi Jinping, qui a des velléités historiques vis-à-vis de Taïwan. Taïwan qui a toujours été défendu par l'Union européenne et on entend bien que ça reste comme ça, mais on sent bien que la majorité conservatrice actuelle marche de plus en plus sur des œufs. Et puis évidemment, à nos frontières, la guerre qui est menée par la Russie en Ukraine, qui a des répercussions directes sur l'Union européenne. Et on peut dire que la Russie nous livre déjà la guerre. Nous sommes en fait en guerre, c'est une guerre hybride, mais il y a des attaques quotidiennes sur le territoire européen. Les pays frontaliers, baltes, de l'Est le savent très bien. Et quelle est la réaction de l'Union européenne? Elle est assez ferme vis-à-vis de la Russie, avec plusieurs paquets de sanctions qui sont adoptés depuis le début de la guerre. Mais le fait que l'Union européenne adopte ce deux poids deux mesures dans sa diplomatie, dans sa politique internationale, de réaction ferme vis-à-vis des Russes, mais de réaction très faible vis-à-vis, par exemple, de Netanyahou et du génocide qu'il mène en Palestine. L'absence aussi de réaction ferme vis-à-vis de la Chine, qui nous mène une véritable guerre commerciale. Voilà. On a une invasion de produits chinois qui mettent en concurrence aussi le commerce européen, qui lui respecte toute une série de normes sanitaires, écologiques, de sécurité, que les produits chinois ne respectent pas. Donc on voit bien que l'Union européenne est soumise à énormément de tensions sécuritaires, économiques, et à ça s'ajoutent aussi les attaques de Trump en matière commerciale, avec l'imposition de tarifs douaniers. Ça a été le premier signe de la faiblesse de réaction de l'Union européenne, qui s'est en fait mis à genoux face à la pression mise par Trump qui a menacé littéralement d'augmenter les tarifs douaniers dans toute une série de secteurs. Et donc là, tu fais aussi notamment référence à l'accord qu'il y a eu entre l'Union européenne et Donald Trump l'été dernier. Est-ce que peut-être tu peux un peu développer ce qui s'est passé là et pourquoi est-ce que l'Europe, pour toi, s'est mise justement à genoux? Pour moi, ça a été un peu le crash test parce que parmi les menaces proférées par Trump à l'égard du monde entier, y compris de l'Union européenne, c'était le reproche fait à l'Union européenne d'importer des produits mettant en concurrence l'industrie américaine et menaçant du coup d'augmenter les tarifs douaniers aux Européens, tel qu'il l'a fait aussi vis-à-vis d'autres. On n'est pas les seuls. Mais la réaction de la Commission européenne, avec à sa tête la présidente von der Leyen, a été finalement d'accepter un deal au détriment des Européens. Donc un deal qui prévoit des tarifs plus élevés pour les produits européens que pour les produits américains. Premier signe de faiblesse de l'Union européenne. Quand tu dis tarif, tu veux dire tarifs douaniers, donc tarif les taxes douanier. douanières Voilà, ouais. aux frontières. Et là, Trump étant dans une logique de deal transactionnel, c'est très clair, c'est le langage qu'il comprend. Il impose et il n'aime pas en fait avoir en face des faibles. Quand il a en face un acteur faible, il continue à lui imposer son agenda, à le harceler. Et Trump l'a dit clairement, son agenda, c'est de soutenir l'extrême droite souverainiste, nationaliste, européenne. Et donc, il a une vénération pour les Mélanie, Orban et autres régimes autoritaires qu'il veut soutenir et contribuer à développer en Europe. Donc l'Europe est menacée dans ses fondements aussi démocratiques.
et dépend des États-Unis en matière sécuritaire, en matière énergétique, et c'est là que le bas blesse. Ce sont des décennies de politique ultralibérale, en fait, qui nous mènent dans une situation de dépendance, d'abord vis-à-vis des Russes, des États-Unis, et de laquelle on doit se défaire pour acquérir une vraie autonomie européenne et affirmer notre puissance, parce qu'on en est une aussi. Qu'est-ce que tu entends exactement par cette autonomie ? Donc, l'Union européenne a en fait toutes les cartes en main pour développer ses propres politiques, sa politique industrielle, économique, de manière autonome. Autonome pourquoi ? Je pense que la première leçon qu'on a prise en tant qu'Européens en pleine face, c'est celle du Covid. De notre ultra-dépendance moribonde à des ressources extérieures, des matières premières extérieures, des produits venant de l'extérieur, des médicaments, donc des produits critiques en fait, essentiels, venus d'ailleurs, de Chine notamment, et dont on est ultra dépendant. Et en cas de rupture d'approvisionnement des chaînes internationales, eh bien, on se retrouve dépourvu, littéralement dépourvu, mis à nu. Avec la campagne électorale qui est arrivée 2024 et le résultat des élections, il y a un vrai backlash, un vrai retour en arrière, puisque l'idée du pacte vert en 2019 était bien de renforcer notre autonomie européenne, de faire en sorte d'avancer dans des politiques qui nous permettront d'atteindre une souveraineté alimentaire, donc une agriculture avant tout nourricière de la population européenne. Le libre-échange a dérégulé finalement le secteur agricole européen, majoritairement exportateur de produits, plutôt que de nourrir les bouches des Européens. Si on veut agir et être efficace, le gaz russe en fait partie. Et donc ça a posé la question rapidement de quel modèle énergétique l'Union européenne doit adopter. Je rappelle que depuis des décennies, nous sommes porteurs d'une solution liée à la transition énergétique vers les énergies renouvelables. On voit bien qu'aujourd'hui, ce sont celles qui coûtent les moins cher, qui permettent de réduire la facture énergétique pour les ménages, couplées à l'efficacité énergétique via l'isolation de nos logements et donc plus d'efficacité énergétique. Ça doit permettre à notre continent d'atteindre une autonomie sur le plan énergétique, de se débarrasser des énergies fossiles, de miser sur le renouvelable. Aujourd'hui, ce que tu veux dire, d'investissement. Dans le renouvelable, c'est que le renouvelable, au final, c'est même plus seulement une question de lutte, par exemple, contre le dérèglement climatique. C'est surtout, pour toi, en fait, une question aussi de sécurité. C'est une question environnementale climatique, parce que c'est très clair qu'en matière d'émissions de CO2, de gaz à effet de serre, on doit aller vers le renouvelable. C'est une question sociale, puisque l'objectif est de réduire le coût énergétique de l'électricité pour les ménages, pour les industries, pour notre économie. Et c'est une question de sécurité. On dit que les énergies renouvelables sont les énergies de la paix. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, la dépendance de l'Europe aux énergies fossiles russes, on voit bien ce que ça donne, parce qu'on n'a toujours pas définitivement coupé les vannes du gaz russe. Donc on continue à alimenter la machine de guerre russe, même s'il y a des paquets de sanctions qui sont en place. Et on a dû se tourner vers d'autres régimes, et malheureusement, là où les énergies fossiles sont disponibles, ce sont souvent dans des régimes autoritaires. Et désormais, notre ancien allié, les États-Unis, puisqu'il y a un achat massif de gaz américain et des promesses d'investissements européens dans davantage d'énergie fossile américaine. Avec la politique qui est menée par Trump aujourd'hui, c'est un levier qu'il détient contre nous. Donc tu parlais en effet de la faiblesse de l'Europe, en tout cas pour l'instant, face aux puissances impérialistes que sont les États-Unis, mais aussi la Chine ou la Russie. La semaine dernière, en tout cas au moment où on tourne ici ce podcast, Trump est donc intervenu militairement au Venezuela. Pour toi, quelle a été la réaction de l'Europe ? Est-ce qu'elle a été bonne ? Mais non, évidemment que non. Et ce qui m'inquiète par-dessus tout, c'est qu'on voit qu'en Europe, Trump a effectivement ses représentants, ses soutiens, puisque la faiblesse de réaction jusqu'en Belgique est assez inquiétante. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a fait au Venezuela constitue d'abord un précédent, est illégal au regard du droit international. On ne s'ingère pas en tant que État militairement dans les affaires d'un autre État pour en arrêter le président, aussi contestable soit-il, parce que Maduro est un dictateur qui a une politique à laquelle on s'est toujours opposé. Mais si on regarde un petit peu en arrière, quelle a été l'action de l'Union européenne au Venezuela pour soutenir la société civile, pour soutenir l'opposition, pour empêcher, ou en tout cas faire en sorte que les processus électoraux, la loi soit respectée au Venezuela. Très peu de choses du côté européen. Et donc on voit qu'il y a des soutiens à cette invasion illégale menée par Trump au Venezuela,
Et à nouveau, la faiblesse de réaction fait qu'il se sent pousser des ailes, puisque très très vite, il a déclaré vouloir mettre la mainmise sur le Groenland, pour des raisons de sécurité. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les États-Unis ont une base militaire au Groenland, que le Danemark et le Groenland ont investi massivement en matière de sécurité au Groenland. Donc ces propos sont faux, il ment. Et mener une politique étrangère de cette ampleur-là sur base de fausses informations, de mensonges, c'est terriblement inquiétant. Et doublement inquiétant que l'Union européenne ne réagisse pas de manière ferme. Certainement pas de la même manière que lui, certainement pas avec des menaces de sécurité de guerre. On ne va pas rentrer en guerre. Mais qu'à un moment donné, l'Union européenne dicte son propre agenda, vienne clairement aussi, beaucoup plus clairement, en défense du Groenland, pour soutenir le Groenland, non pas au nom d'un impérialisme européen, et soutenir un pays qui est européen, qui est le Danemark. Et de cette manière-là, en fait, le Groenland fait partie aussi de l'OTAN. Donc si Trump attaque en tant que membre de l'OTAN un autre membre de l'OTAN, au nom du traité, on doit intervenir. Et donc là, ça pose aussi la question, est-ce qu'on va laisser vraiment les choses aller jusque-là ? Non, l'Union européenne doit, sur tous les plans de ses législations commerciales, sécuritaires, énergétiques aussi, se distancier des États-Unis et réagir de manière plus unie d'abord et ferme ensuite. Et on va justement parler maintenant un peu de ce qui se passe vraiment effectivement dans le Parlement européen. Et à ce sujet, j'ai une vidéo à te montrer. Le nazisme est venu par les voies démocratiques et que c'est parce qu'on a laissé se répandre certaines idées, parce qu'on n'a pas su dénoncer le mal, qu'ensuite il est devenu le mal absolu. Nous ne pouvons avoir aucune tolérance vis-à-vis de ceux qui expriment des idées d'exclusion, des idées de racisme. Donc Saskia, ce discours, il est prononcé en 1995 par Simone Veil, qui était la première femme présidente du Parlement européen. Et ce qui est terrible en fait à mettre en comparaison, c'est qu'ici, une vingtaine d'années plus tard, le Parlement européen n'a jamais été autant en fait à l'extrême droite. C'est comment en fait de travailler dans un Parlement où une grande partie des députés sont des députés d'extrême droite, malgré l'histoire de l'Europe qu'on connaît toutes et tous. Le discours de Simone Veil résonne terriblement, terriblement aujourd'hui, parce qu'on est trop peu nombreux au Parlement européen et ailleurs à dénoncer les batailles culturelles menées par l'extrême droite et qu'elle est en train de gagner. Et c'est pas uniquement une question de dénoncer et de parler à la tribune, c'est aussi dans l'attitude des votes. Et ce que je constate en étant à l'intérieur du Parlement européen, c'est la complaisance et en fait la collaboration. Et elle est en cours depuis beaucoup trop longtemps maintenant. Sous le précédent mandat, en fait, cette collaboration s'est traduite avec le vote du pacte asile-migration. Et ça a été aussi un tournant puisque en le votant et son contenu a donné raison, en fait, ça a donné raison à l'agenda extrémiste. Et là, l'extrême droite s'est sentie pousser des ailes en disant, si on réussit avec ce bouc émissaire qu'est le migrant et à durcir les politiques et à influencer les politiques, pourquoi est-ce qu'on se priverait de le faire sur d'autres fronts ? Et toute la campagne électorale a été orientée avec la complicité, la duplicité des conservateurs européens et d'une certaine droite libérale, notamment en Belgique, de discours anti-woke. C'est devenu le terme utilisé par l'extrême droite et les conservateurs pour attaquer toutes les personnes qui sont engagées, qui sont mobilisées sur le terrain pour les droits sociaux, pour la lutte antiraciste, pour le combat de l'égalité LGBTQIA+, pour les luttes féministes, pour les luttes écologistes. C'est aussi ce qui, de leur point de vue et dans leur agenda, justifierait les arrestations arbitraires de ceux qu'ils qualifient d'éco-terroristes. Et donc c'est extrêmement dangereux comme qualificatif. Donc on voit bien qu'ils mettent toutes ces personnes dans une seule catégorie et dans une case, dans un coin, pour mieux attaquer les libertés, la démocratie, la liberté de mobilisation, d'expression. Et toute cette tendance-là bénéficie de la complaisance d'une partie des démocrates qui continuent malgré tout à négocier, à voter des textes avec ces partis conservateurs. Alors tu me diras, ouais mais comment on fait puisque la majorité, elle est là ? Certes,
Mais le problème, c'est que si on ne fait pas à un moment donné tous ensemble barrage, comme le dit très bien Simone Veil, et je crois qu'il faut davantage écouter les anciens aussi et regarder l'histoire, parce que quand on regarde les raisons de l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale en Europe, malheureusement, il y a beaucoup de facteurs que l'on retrouve aujourd'hui. Qui est cette dans complaisance, l'actualité. justement Cette complaisance, aussi la question de cet impérialisme et de l'invasion de territoires contre laquelle les réactions sont beaucoup trop faibles. Trop faible. Aujourd'hui. Parce que peut-être que c'est vrai qu'on ne se rend pas tellement compte quand on parle justement de cette complaisance de certains responsables politiques ou certains politiques qui ne sont pas d'extrême droite vis-à-vis de l'extrême droite. Et c'est que par exemple le Premier ministre belge, Bart De Wever, qui est chef donc du parti de la NVA, et ben la NVA elle siège au Parlement européen aux côtés du parti de Giorgia Meloni, qui est un parti italien d'extrême droite, aux côtés du parti de Marion Maréchal Le Pen, qui est le parti d'Éric Zemmour, qui est aussi d'extrême droite. Et donc même en fait dans les groupes, on a des partis qui s'associent déjà et qui sont frères avec des partis d'extrême droite européenne. Oui, il y a une alliance objective entre ces groupes, même jusqu'aux libéraux. Hein. Donc il faut quand même se rendre compte qu'il y a une volonté encore, ou une naïveté sans doute, de la part de certains de croire que essayer de négocier et de ramener ces gens à la raison en termes de politique va être la clé du problème, va être la solution. Sauf que ce qu'on constate depuis des années maintenant, c'est que quand on le fait, ça les fait progresser, ça leur permet de réaliser leur agenda politique. Et on dit toujours mieux vaut l'original que la copie. Oui, c'est ce qui se passe dans les faits, c'est que ça fait progresser les trucs. Mais en même temps, leur agenda politique alimente des régressions et donc un euroscepticisme. Et donc, en fait, leur déballe le tapis rouge parce que ça provoque chez les gens une colère. On le voit bien ici avec le traité sur le Mercosur, le traité commercial avec les pays du Mercosur par exemple, le fait que cette contestation est instrumentalisée par l'extrême droite, alimente un euroscepticisme, on ne veut pas de cette Europe-là, une colère qui n'est pas rencontrée via les politiques européennes, puisque c'est leur agenda extrémiste conservateur qui est à l'œuvre et qui n'apporte pas les solutions réclamées de longue date par les agriculteurs en matière de revenus. Et c'est toute l'agenda d'autonomie alimentaire, de stratégie alimentaire qu'on doit développer en Europe et qui n'est pas là aujourd'hui. Et donc, c'est en fait un cercle vicieux, puisque leur politique et le fait que certains collaborent avec eux alimentent leur agenda eurosceptique, conservateur et d'attaque contre nos démocraties. Et cette alliance, elle est claire. Hein. Enfin, voilà, De Wever, Meloni, Orban, d'autres qui finalement n'ont aucun scrupule à fonctionner ensemble, souvent de manière très acceptable dans le discours, dans l'attitude. Meloni s'affiche avec une casquette très européenne finalement, alors que tout son agenda est nationaliste, est anti-Europe, est aussi fascisant. Mais derrière une image lisse, propre, et elle ne se cache pas non plus de sa proximité avec Trump. Il y a un running gag qui vit beaucoup sur les réseaux sociaux sur Jordan Bardella, hein, qui est donc le chef de file de l'extrême droite en France, où on dit Bardé pas là, parce qu'il n'est jamais présent au Parlement européen. Mais en fait, ce que tu dis, c'est que derrière cette blague, en fait, l'extrême droite, malheureusement, elle travaille parce qu'elle a quand même des résultats. Et quels résultats ? Il y a une énorme différence, je ne parle pas de Bardella, entre l'attitude de l'extrême droite sous le précédent mandat et l'attitude de l'extrême droite aujourd'hui. Puisqu'elle voit qu'elle est capable d'attirer à elle une majorité. Et que le PPE, Parti populaire européen, les conservateurs européens, donc c'est la CDU allemande, c'est le parti de Ursula von der Leyen, hein, présidente de la Commission européenne, c'est le parti de Roberta Metsola, présidente du Parlement européen. Donc ils ont en fait une alliance avec le groupe le plus important du Parlement. Ils se sentent pousser des ailes. Et donc, ils sont beaucoup plus présents dans les négociations où ils savent qu'ils vont pouvoir avoir cette majorité d'extrême droite avec les conservateurs. Et donc, c'est terrible parce qu'ils ne sont pas là quand ils sentent bien qu'ils n'auront pas cette influence, qu'ils ne viennent pas, ils ne participent pas aux travaux, ils sont plutôt sur le terrain à instrumentaliser les colères, les citoyens. Là où ils peuvent influencer, ils vont être présents dans les dossiers. Ce qui est une donne qui a évidemment changé par rapport au précédent mandat, et qui est inquiétante, puisque, à nouveau, ça leur permet de réaliser un agenda eurosceptique ultra-conservateur, qui ne touche pas uniquement aux réglementations environnementales,
qui touche évidemment aux questions migratoires et qui touche de plus en plus aux droits des femmes, aux droits des minorités, à la liberté d'expression, à la démocratie. Et là, l'écho de Simone Veil devrait résonner beaucoup plus fort à l'intérieur des murs du Parlement européen parce qu'on a emprunté un chemin extrêmement glissant. Il y a quelques jours, il y a eu une mobilisation massive d'agriculteurs contre notamment cet accord UE-Mercosur, un accord dont on entend beaucoup parler. Peut-être avant toute chose, accord UE-Mercosur, un accord commercial, est-ce que c'est un accord qui touche les gens? Et donc est-ce qu'en fait, en tant que citoyen, on devrait s'y intéresser parce que ça va avoir des impacts ou pas dans notre quotidien? C'est un accord de libre-échange commercial comme l'Europe en a plein, avec plein de partenaires partout dans le monde. C'est une particularité qu'il est négocié depuis plus de 25 ans, presque 30 ans maintenant, et donc selon des termes qui ne sont plus d'actualité. Il n'inclut pas de manière contraignante les défis sociaux et environnementaux actuels. Et en fait, il fait la part belle à l'industrie allemande de l'automobile, qui va pouvoir exporter ses bagnoles vers le marché sud-américain. Elle le fait déjà, mais avec des facilités et des tarifs douaniers nuls. Et l'industrie chimique européenne, qui ne peut plus vendre en Europe pour des raisons de sécurité environnementale et sanitaire, puisque ce sont des produits reconnus comme cancérigènes, comme perturbateurs endocriniens, etc., mais que nos industries continuent à produire et à exporter vers les pays où ce n'est pas interdit. Donc c'est profondément cynique, en fait, comme approche. La logique, c'est qu'on ne peut plus utiliser, par exemple, ces produits de pesticides en Europe. Du coup, on va les exporter vers des pays d'Amérique du Sud, où ils vont l'utiliser pour leur agriculture. Et on va réimporter ces produits alimentaires pour les manger, donc pour au final avoir des choses qui ne devraient pas être autorisées chez nous. Et c'est là que ça concerne les citoyens européens de manière frontale, puisque je pense qu'on part du principe que l'Europe nous protège, que l'Europe a des législations quand même ambitieuses, assez contraignantes en matière environnementale, en matière sanitaire, de protection des consommateurs. Et donc, dans l'imaginaire collectif, l'Europe nous protège. Et c'est vrai par rapport à d'autres continents. On a des règles qui sont plus contraignantes qu'ailleurs. Et donc un marché qui protège en quelque sorte ses consommateurs. Le problème, c'est qu'il est faux de dire qu'aujourd'hui, les produits qui ne respectent pas les standards européens sont bloqués à la frontière. C'est faux. Il n'y a pas assez de contrôle. L'objectif de ce type de traité de libre-échange, c'est de faciliter l'entrée de ces produits. Donc de réduire encore les contrôles. Il n'y a pas de traçabilité suffisante de tout ce qui est élevage de bœuf et autres dans les pays concernés. Donc Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay sont les pays du Mercosur qui sont concernés par ce deal. Il n'y a pas assez de vétérinaires, ils le disent eux-mêmes, on n'est pas assez nombreux pour faire face. Et donc ça veut dire, et il y a déjà des enquêtes qui le montrent, qu'il y a des produits qui arrivent sur le marché européen et qui contiennent des taux de produits chimiques, de pesticides, donc des taux de toxicité beaucoup plus élevés que ceux qui sont autorisés en Europe et dont les seuils, mais européens sont déjà beaucoup trop élevés. Assez permissifs, assez permissifs. Des citrons verts brésiliens qui sont entrés sur le marché européen, qui étaient bourrés de glyphosate. Et c'est pas que le glyphosate. Qui est un produit qui est interdit maintenant en Europe, interdit en Europe, et c'est l'effet cocktail. Donc le fait qu'il y ait plusieurs pesticides aussi dans ces produits, c'est pas uniquement le taux de glyphosate le problème. Et ça, on ne le sait pas en tant que consommateur. On ne sait pas que dans le rayon du supermarché, on va choisir des citrons verts pour le mojito de l'été et qui va être bourré de ces glyphosates. Et donc d'où, j'y reviens à l'importance de privilégier un modèle agricole localisé, sain, exempt de pesticides, pour que le consommateur sache ce qu'il a dans son assiette. Par contre, ce qu'on va importer sur le plan agricole de ces pays via ce traité-là et via les autres accords commerciaux ne répond pas à ces exigences-là, et c'est ce que dénoncent les agriculteurs. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs européens doivent respecter des normes sanitaires, environnementales, sociales, qu'ils ont encore répété ce matin en radio, qu'ils ne contestent pas ces réglementations. Ils ne veulent pas qu'elles soient affaiblies en Europe. Ils veulent que ce qui rentre sur le territoire européen respecte les mêmes règles. Sinon, ils font face à une concurrence déloyale, puisque ces produits-là vont pouvoir être vendus moins cher en Europe. Évidemment, le consommateur regarde le prix. Évidemment, il regarde le prix du steak avant de faire son choix.
Mais si le steak vient d'Argentine, il faut se poser 2 fois la question de savoir si c'est le bon choix de consommation à faire. Les écologistes, on a cette image qui sont un peu mal aimées, disons, par les agriculteurs. Aujourd'hui, face à ces mobilisations, face à cet accord, qu'est-ce que toi, tu as envie de dire justement aux agriculteurs qui disent, mais en fait, c'est plus possible notre métier. Ils ont entièrement raison et le fait qu'on soit mobilisés ensemble ici dans cette lutte contre le Mercosur, je pense qu'il y a une prise de conscience beaucoup plus globale, que en fait c'est un modèle qu'on attaque et qu'il y a urgence à repenser ensemble l'agriculture pour que d'abord elle soit rémunératrice. Qui accepterait encore de travailler pour rien? C'est ce qui se passe dans le milieu agricole. Et depuis des décennies maintenant, on voit une vraie hémorragie des fermes, la disparition progressive des fermes, qui est liée en fait à cette industrialisation de l'agriculture, la concentration des terres dans les mains de groupes industriels, le fait que c'est le marché de la grande distribution qui détermine les prix, ce n'est pas l'agriculteur lui-même qui va déterminer les prix qui lui permettent de vivre de sa production, mais il va être soumis aux lois, aux diktats du marché. Promouvoir un système de relocalisation de l'agriculture, c'est aussi réfléchir aux circuits de production, de vente, de distribution, au juste prix rémunérateur pour les agriculteurs. C'est pour ça qu'on parle d'agriculture et de commerce équitable. C'est le modèle que l'on défend pour qu'il soit juste pour les agriculteurs européens, mais on pense aussi à ceux du Sud, parce qu'en fait, ils sont impactés de la même manière. Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de gros groupes industriels qui exploitent allègrement les terres, mais aussi les forêts, l'Amazonie, dans les pays du Mercosur, pour l'élevage, pour la culture intensive de soja, qui va être exportée vers l'Union européenne. Et ce sont souvent des propriétaires qui n'habitent même pas là, qui habitent ailleurs, au Qatar et ailleurs. Donc c'est un modèle qu'ils ont eux-mêmes qualifié de marchant sur la tête. On marche sur la tête, littéralement, parce que c'est loin du bon sens paysan que l'on veut défendre avec les agriculteurs. Et donc, je pense que cette mobilisation est le début d'un changement de modèle aussi. Et eux-mêmes sont en première ligne pour changer ce modèle, et ils le font déjà. Il faut les accompagner, en fait, les encourager pour permettre de vivre de leur production et de restaurer leurs terres, puisqu'ils en sont les premières victimes en fait des dérèglements climatiques, avec les sécheresses, les canicules, les inondations, le fait que leurs terres soient de moins en moins productives finalement. Donc ils savent bien que restaurer la biodiversité est fondamental, mais il faut qu'on les soutienne pour les services qu'ils rendent à la nature. Et c'est ce qui n'a pas lieu aujourd'hui. Merci Saskia, on arrive tout doucement à la fin de cet épisode du Shift et la tradition, c'est de terminer avec quelque chose que tu voudrais changer. S'il y avait aujourd'hui une chose que tu pouvais changer dans le monde, dans l'Europe, en Belgique, ce serait quoi? Je pense qu'il y a vraiment une urgence fondamentale, c'est remettre de la bienveillance dans le combat politique, faire en sorte aussi d'amener plus de femmes autour de la table, puisqu'aujourd'hui on voit que l'agenda guerrier masculiniste est porté par des hommes. De Poutine à Xi Jinping en passant par Trump et chez nous nos politiques que je n'ai pas envie de citer, qui sont aussi tous des hommes, beaucoup de testostérone qui mènent finalement à ces politiques et à cette anxiété généralisée par rapport à l'actualité. Le rôle du politique, c'est de prévoir, c'est de préparer l'avenir, c'est d'assurer l'avenir des générations futures. Et c'est pour ça que je parle de bienveillance, c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de bienveillance en politique. Alors qu'on doit travailler ensemble, on doit négocier, on doit se mettre autour de la table de manière sereine pour construire les politiques de demain. Et donc voilà, c'est ce que je souhaite. Protéger au lieu de conquérir. Donc merci beaucoup Saskia, je rappelle tu es députée européenne pour les écologistes. Voilà, c'est la fin de cet épisode du Shift. Il est retrouvé sur YouTube, si vous le regardez sur YouTube, mais aussi sur les plateformes de podcast, donc Apple Music et Spotify. À la prochaine.